Et donc nous allons doucement vers sûrement pour un de nos sujets de prédilection, qui est notre président, hein, Thierry, où malgré le fait qu'il remonte dans les sondages, la situation s'améliore pas vraiment pour lui au niveau européen, puisque comme souvent, c'est peut-être, il se prend peut-être pour le nouveau Napoléon intramuros, mais on rigole bien dans son dos en dehors des frontières, on le prend plutôt pour le nouveau Guignol du Luxembourg. Bon, si tu veux, j'ai eu l'occasion de dire à ton micro déjà combien l'exécutif avait très très mal géré le début de la crise des Gilets jaunes, où on a bien vu qu'ils étaient complètement à la fois dans le déni et dans la sous-estimation d'un phénomène qui finalement n'est que la résultante de ce qu'on vient de dire, moi je dis de 40 ans de sclérose. Mais effectivement, Frédéric a raison de dire de 5 siècles, puisqu'on a bien vu que ce système de caste, ce système, on va dire, qui est complètement refermé sur lui-même et qui ne produit pas de méritocratie, voilà, de promotion sociale, on va dire, autrement que par les sphères, entre guillemets, élitistes du pays, ce système ne fonctionne plus, ce système tourne à vide maintenant, il est obsolète. En revanche, il a bien géré la suite, si j'ose dire, puisqu'il a acheté du temps. Il a acheté du temps, bon, il a quand même, malgré tout, on va dire un fort soutien médiatique qui lui a permis quand même très largement de discréditer le mouvement, il l'a très bien fait, de remettre un petit peu l'idée que l'exécutif incarnait l'ordre, ce qui du coup a ramené l'électorat de droite très largement dans sa sphère. L'électorat de droite, on le sait, au début était plutôt à l'écoute du mouvement des Gilets jaunes. L'électorat centriste. Enfin, oui, centriste, mais bon, tu as des gens de droite qui sont quand même très attachés à l'ordre public, tu sais. Et au début, ces gens-là disaient, non sans raison d'ailleurs, ce mouvement est légitime, ce mouvement, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui en chient, pardonne-moi l'expression, et quand on marque, on les tonde. Et voilà. Il y a eu quelque chose de raté quand même dans ce mouvement, c'est-à-dire que ce mouvement avait 72% au début de l'opinion publique derrière lui, c'est énorme, hein, presque les 3/4. Mais malheureusement, il n'a pas su se structurer, se fédérer. Il n'a pas su trouver en son sein des gens, tu vois, en capacité de l'incarner durablement. Justement, la force du mouvement, alors le mouvement, il ne peut pas durer éternellement. Le mouvement, il a accouché de quelque chose qui est exceptionnel. Ah oui, c'est-à-dire que c'est par le mouvement va sûrement repartir avec les beaux jours un petit peu. Oui. Il va pas s'éteindre comme ça, mais le mouvement, maintenant, va incuber dans l'esprit des gens. Les gens ont compris qu'on avait un gouvernement de parasites. Voilà, ils ont compris qu'on avait un système de caste et que c'était toujours le même système qui se répétait de génération en génération et qu'il n'y avait pas moyen de monter socialement. Et le mouvement, les hommes, les Français, ont compris qu'il y avait une alternative. Et ils ont compris que, ils pouvaient être informés par les réseaux sociaux, entre eux, la discussion entre les citoyens, le peuple discutant entre lui, le peuple sait qu'à tel endroit il y a ci, à tel endroit il y a ça, le peuple sait très bien que LCI, BFM, c'est des organes de propagande. C'est très exactement ce que j'ai voulu dire. Mais... Et en plus, maintenant, il sait qu'il y a possibilité de référendum, possibilité de ce qu'ils ont appelé le RIC ou le RIP. Voilà. C'est-à-dire que est en train de germer dans l'esprit du peuple la possibilité de choisir les lois sous lesquelles il vivra, de voter ces lois, de les annuler s'il veut, de dégager par le vote un responsable qu'il trouve obsolète, qu'il trouve immoral. Il a compris qu'il pouvait enfin devenir libre et choisir son avenir. Alors, ça vient doucement. Voilà. Avant les Gilets jaunes, personne ne parlait du RIC. Voilà. Moi, avant les Gilets jaunes, ça fait à peu près 10 ans que j'en parle. Mais dans mon bouquin L'éveil des consciences, je parle du RIC, je ne l'appelle pas comme ça, je dis qu'un homme libre... mais ça s'appelle la démocratie participative. La véritable et j'explique qu'en France, c'est très dur, on n'est pas la Suisse. En Suisse, tout le monde se connaît. Quand quelqu'un n'est pas content, quand il n'est pas bien, les gens se connaissent tous, il n'est pas bien, on veut le dégager, il va dégager. Les gens se connaissent tous dans les cantons, ils discutent avec le maire. Enfin, c'est pas un pays de 60 000. Mais c'est pas 60 000, mais ça va par le blabla. Voilà. En Allemagne, c'est des Länder, donc c'est des petits États. Et à l'intérieur des États, quand les gens discutent, tout le monde se connaît. Dans ces petits États, c'est fractionné. Et on peut faire passer des lois internes à ces petits États. En France, non, tout est centralisé. Et l'avantage qu'il y a maintenant, c'est que les gens ont entendu parler du RIC. Et même si c'est centralisé,
les systèmes d'information de réseaux sociaux et de traitement d'information permettent au peuple d'échanger oui. et même de proposer et de voter. Donc, on voit qu'à plus ou moins long terme, l'avenir, pas de Macron, on s'en fout de Macron, c'est un pantin, l'avenir de ce système obsolète, qui est le système français de caste, où il y a ces politiques qui vivent sur le système entretenant en bas des pauvres au goutte à goutte pour pas qu'ils fassent la révolution, est en train de finir, car les réseaux sociaux permettent au peuple de prendre conscience de leur état ou de parasitage merdique, comme ils sont en bas sans espoir de montée sociale, ou d'esclaves pour toute la classe moyenne, qui paye pour les parasites du haut et pour ceux du bas à qui je ne jetterai pas la pierre, parce qu'il vaut mieux avoir un RSA, une aide au logement et 2 boulots au noir, que travailler comme un esclave dans une petite entreprise, ou être un petit patron qui finira par se suicider. Tu vois ? Non mais mon propos, si tu veux, je voulais juste quand même, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, mais je voulais aller un tout petit peu moins vite que toi. Mon propos, c'est non pas de dire que Macron a un avenir illimité devant lui, c'est de dire qu'il a acheté du temps, et qu'il a acheté du temps notamment en profitant, on va dire, de ceux qui pouvaient exploiter, à savoir l'idée que ce mouvement était violent, que ce mouvement était séditieux, je mets les guillemets à chaque fois. Il est violent et séditieux, voilà. Il est violent. Qu'il était fondamentalement un danger pour, on va dire, les institutions de la République française. Il s'est appuyé sur les médias. Ce qui est vrai. Tout à fait. Il s'est appuyé sur les médias, ces médias, j'ai envie de dire, pour le faire. Et du coup, tu m'accorderas quand même qu'on est passé de 72% d'adhésion dans l'opinion à, dans le meilleur des cas, 48, si j'ai bien compris. Ouais, bon, on va faire en vérité, si on analyse bien, à 82% à 58. Exactement. Parce que, alors là où je te rejoins, complètement, mais je voulais quand même passer par cette transition pour dire qu'il avait quand même acheté du temps, qu'il avait quand même un peu mieux géré la suite que le début. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que maintenant il arrive à une impasse. Aujourd'hui, on en est où ? Il a acheté du temps, très bien. Il a ramené un peu au bercail, on va dire, un électorat de centre droit et on va dire gaulliste qui est quand même attaché à l'ordre public et aux institutions de la Ve République. Et j'en fais partie, j'ai l'occasion de le dire. Moi, je ne suis pas du tout hostile aux institutions de la Ve République. Je pense simplement qu'elles ont été perverties depuis 40 ans. C'est-à-dire que tant que c'était avec De Gaulle ou Pompidou, ça marchait plutôt pas mal. Depuis, ça marche plus, parce que les gens qui sont au pouvoir prennent ce qui les intéresse et ne respectent en rien l'esprit même de cette Constitution. Après moi le déluge, c'est-à-dire je viens au pouvoir pour me gaver, exactement, pour assurer mon avenir et celui de mes proches. Si ça dure pas... Mais ça, c'est pas la Constitution qui en est responsable, c'est ceux qui s'en prévalent et qui exercent le pouvoir. Et quand je suis plus au pouvoir, je salis les mecs qui sont au pouvoir pour reprendre le pouvoir. Et ceux qui ont perdu le pouvoir salissent les mecs qui sont au pouvoir pour le reprendre. On est dans un cercle vicieux qu'il faut détruire. Et là, les Français commencent à s'en apercevoir. Les mecs disent oui, mais le peuple, il est bête. Non, les hommes, ils sont pas bêtes. Ils sont pas informés. C'est ça. On a perdu beaucoup de temps quand même. Ils subissent la propagande d'État. C'est tout. Moi, je les entends discuter dans les cafés, tout ça. Ils font de la peine, mais doucement, ils avancent. Ouais. Ils avancent parce qu'ils discutent entre eux par les réseaux sociaux. Ils ont accès à l'information réelle, au délire aussi du complotisme, mais ils peuvent faire le choix entre le complotisme délirant, la propagande d'État et le juste milieu, la voix du sage, qui va rentrer dans certaines oreilles. Et ils vont comprendre, progressivement, parce que l'homme n'est pas bête, que la réalité, elle est là, et que le système doit changer. Macron n'est pas le responsable. Macron est un pantin mis au pouvoir par des puissances politiques qui s'est enorgueilli de sa puissance, qui s'est pris pour Jupiter, qui s'est dit, maintenant, j'ai la puissance suprême. C'est un rêve, t'imagines. Il a l'impression d'accéder à l'éternité. Il oublie ses angoisses de mort. Il peut... Le maître des horloges. Je suis jeune, je suis beau, et j'ai le pouvoir. Et il s'aperçoit d'un seul coup qu'on lui a donné, en fin de compte, la fin d'un système obsolète. C'est ça. Pauvre Macron. C'est pas le nouveau monde, c'est les derniers soubresauts de l'ancien. C'est-à-dire que Macron a hérité d'un système obsolète. Et il est en train, c'est un gamin Macron, c'est un mec de 14 ans dans un corps d'un mec de, il a quel âge, 44 42 ans. C'est un mec de 14 ans dans un corps d'un mec de 44 qui hérite du pouvoir. Ouais, c'est super, je vais arranger la France.
il a des mecs derrière qui poussent au cul. Non, tu fais ça, nous on veut la France-Afrique, tu continues à envoyer ton armée, on t'a mis au pouvoir pour nos intérêts, qui ne sont pas forcément les intérêts de toi, de lui, de moi. Tu vois ? C'est les intérêts de gros groupes qui ne sont pas des intérêts en France. La grande truc qu'il faut savoir, c'est que ces mecs qui le mettent au pouvoir, c'est pas eux qui détruisent la France. Ces mecs-là, ils vivent sur le monde entier. Et ils ont besoin de l'armée française, de la diplomatie française, pour s'imposer dans des luttes de superpuissance, pour ponctionner les pays en voie de développement, pour pas qu'ils se développent trop vite, pour continuer à se gaver dessus. Tu vois, le monde, c'est un monde de prédation. Mais bon, enfin, et lui, il a hérité de ça. Oui. Et il faut, en fin de compte, que tous les Français comprennent qu'il faut couper, en fin de compte, le monde pourri, mais l'avantage, c'est qu'on a un système économique comme ça repousse, hein, c'est pas comme sur un homme, pour pas aller à une gangrène générale. C'est-à-dire, faut tout péter maintenant, pour repartir maintenant, pour que ça soit mieux plus tard, le plus tôt possible pour nos enfants. Alors là où justement l'heure de vérité est proche, justement, c'est que là, on se rend compte qu'il a certes acheté du temps, il a certes éteint temporairement, on va dire, le foyer insurrectionnel qu'il avait lui-même stigmatisé, mais de l'aveu même de son Premier ministre et de ce qui se dit dans des sphères de l'exécutif en off, maintenant le plus dur est devant nous. Il faut qu'on sorte quelque chose du grand débat. Or, il ne va rien il va rien sortir puisqu'il ne veut pas sortir le RIC. Bon, voilà. Le RIC, si le RIC apparaît, voilà, c'est la fin d'un système. Voilà. C'est-à-dire que t'as ni droit, les politiques sont morts puisqu'ils rentrent en politique pour l'argent. Si à ce moment-là, tu as le RIC, fini les sénateurs. Fini les sénateurs et députés. Frédéric, si tu le permets, on est d'accord sur tout, mais je voudrais juste finir mon propos parce que j'ai 3 points et je vais les perdre après. Et du coup, on va digresser à nouveau. Donc, et en plus, ça va complètement dans le sens de ce que tu disais. Il va rien ressortir du grand débat, donc il va y avoir une frustration énorme, parce que c'est quand même ce qu'on nous a vendu, survendu. 2, on va, comme tu l'as dit tout à l'heure, vers les beaux jours. Les gens, ça va être vachement plus facile de sortir au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, parce que sous 3 degrés sous la pluie. Que sous 3 degrés sous la flotte, surtout quand on n'a rien obtenu et qu'on a toujours rien à perdre. T'as les banlieues qui vont descendre avec, parce que là, il va faire beau, on va pouvoir tout péter. Voilà. Et 3, il va y avoir entre-temps les européennes, qui vont être la preuve même de ce que tu viens de sous-entendre très clairement dans ta question. C'est que l'effet Macron en France, il est totalement surdimensionné par cette espèce de campagne de presse permanente, quotidienne, qui maintenant tourne un peu en boucle et qui n'imprime plus tant que ça finalement chez les gens. Et ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'Europe. Et on voit bien qu'en Europe, malheureusement pour lui, il est totalement inaudible. Là, on vient d'avoir un exemple mais fracassant. Il s'est quand même offert à grands frais une campagne de presse à l'échelle européenne, en gros, pour dire aux 27 pays d'Europe, voilà, moi, Napoléon, quel est mon grand dessein pour l'Europe. T'es qui? Dans le meilleur des cas, ils sont tous foutus de sa gueule. Dans le meilleur des cas, ça a suscité une indifférence absolue. Dans le pire des cas, ça a été, on va dire, une source de rigolade. Voilà. Bon, la question, la puissance française s'effondre. T'es qui, toi, pour nous dire ça? Bon. Ça serait l'Allemagne qui arriverait. Voilà. Les mecs. Donc, évidemment, les élections européennes vont, on va dire, être sauvées entre guillemets pour ce système parce que effectivement, tu sais que c'est au prorata de la population de chaque pays. Donc, l'Allemagne envoie 88 parlementaires, la droite, on va dire, chrétienne-démocrate va gagner les européennes en Allemagne. Les Pays-Bas, grosso modo, c'est pareil, c'est la droite, on va dire, libérale, pas de problème. Donc, les grands pays d'Europe vont remettre une majorité du PPE. Donc, le PPE, c'est la droite, on va dire, classique à Strasbourg. Mais Macron n'aura pas plus d'influence après les européennes qu'avant. Il va, entre guillemets, sauver ses... Pardonne-moi, c'est tout. Mais son influence ne se sera pas étendue pour autant. Et donc, du coup... Oui, on va s'apercevoir qu'entre ce qu'on nous raconte quotidiennement ici en France et la perception même qu'on a dans l'espace européen, la réalité est tout autre. Et notamment en Italie, où là, les dégâts sont quand même particulièrement importants. On finit justement sur l'Italie aujourd'hui. Voilà, il a aucun allié. En plus, Merkel s'en va. Non, mais même l'Allemagne a comme allié la Russie et l'Amérique. Exactement. Et l'Amérique, c'est le pote à la Russie. Exactement. Tu vois, donc il a quoi Macron? Il a plus que ses yeux pour pleurer parce que même avec l'Italie, bon, qui est pas,
on peut pas dire un pays puissant. La bouille totale. Mais, Non, mais au moins on avait des intérêts voilà, convergents. on avait des intérêts convergents. Qu'on On a dit plus. qu'on est Qu'on a les plus. cousins, les cousins germains de l'Europe, des pays qui sont très similaires. Mais si on se met l'Italie à dos, Bah, si tu veux, là encore, c'est très maladroit cette histoire, parce qu'il faut quand même remonter aux sources du problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Je veux dire, l'Italie, comme tu le sais, c'est l'un des pays, entre guillemets, frontières de Schengen. Hein. Tu sais bien, l'esprit, d'ailleurs, très bureaucratique, très technocratique de Schengen, c'est quoi? C'est en gros maintenant l'Europe, il n'y a plus de frontières, sauf à l'extérieur. Bon. Donc, une fois qu'on est dans l'espace Schengen, bah, on va où on veut. D'ailleurs, on le sait, on le voit avec les djihadistes. On en a fait la cruelle expérience avec les djihadistes. Donc, on a demandé à l'Italie, à la Grèce et à d'autres pays, donc Portugal, etc., on leur a demandé de faire un effort face, effectivement, à la pression migratoire qu'on a connue ces derniers mois, ces dernières années. Et en contrepartie de cet effort, donc, ces pays devaient être soutenus financièrement, devaient être soutenus avec des moyens techniques, technologiques, humains, tout ce que tu veux, financiers, etc. L'Italie, cet effort, elle l'a fourni. Qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Rien. Quasiment rien. On lui a dit en gros, démerdez-vous. Les migrants, on les refoulait en Italie. Et après, on leur disait, bah, vous vous démerdez en gros avec. Bon. Donc, c'est là-dessus qu'a été élu, si j'ose dire, l'exécutif actuel italien. Voilà. C'est pareil. On nous dit, on a l'impression que c'est tombé du ciel, cette espèce de coalition improbable entre la Ligue du Nord de droite et le mouvement 5 étoiles de gauche, qui venait quand même à la base de l'extrême gauche. Mais c'est pas tombé de nulle part, si tu veux. C'est venu du fait que l'Italie s'est retrouvée confrontée à une situation de fait qui l'a complètement dépassée. Bon, ce sont les mêmes causes qui ont produit le Brexit en Angleterre, tu le sais. Bon, non, mais voilà. de toute façon, voilà, la France est redevenue un tout petit pays. Il faudrait en prendre conscience et que le diktat qu'on voulait imposer aux autres pays, ils n'en ont plus rien à foutre. Un pays touristique. Voilà. Et Macron incarne, si tu veux, cette volonté aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a bien vu avec son programme, là, son fameux programme. Aux yeux des Italiens aujourd'hui, des Britanniques et d'autres, Macron incarne cette volonté de relancer, si j'ose dire, une nouvelle couche de cette technostructure. Parce que tu as vu quand même, les seules mesures concrètes qui sortent de son programme européen, bon, alors il y a des choses en théorie intéressantes dans ce qu'il dit, mais les seules choses concrètes qui sortent, c'est quoi? C'est des nouvelles agences, des nouveaux moyens de contrôle, des nouvelles normes, des nouveaux fonctionnaires et des nouvelles dépenses, finalement. Bon. Moi, je dis, où sont les outils de production en Voilà. France? Il y en a pas. Moi, je regarde très Il y en pragmatiquement. a pas. La France, il n'y a plus d'industrie, quoi. Ils nous ont niqué. Bah, les ça Allemands, fait nous ont longtemps, niqué. ouais. Donc, il faut qu'est-ce que doit faire la France? Bon, peut-être gérer des boîtes à faible coût de production comme l'informatique, tout ça. Attirer des gens pour que des jeunes, des startups, c'est ce que fait très bien Israël. Attirer plein de jeunes du monde entier, voyant qu'ils n'ont plus à jouer Sauf que comme ça, rôle- c'est malheureusement le rôle c'est pas du tout ce qu'on fait. en fin de compte, de main armée des États-Unis au Moyen-Orient, puisque ça a changé. Donc Israël a fait une très bonne pirouette, et c'est devenu une espèce de Startup Nation. aussi. Startup Nation. Très très fort dans le numérique maintenant. Très très fort dans le numérique, et c'est bravo. Et puis en plus, ils n'emmerdent plus personne, parce qu'avant, on les forçait à faire ça. Ils étaient La pharmacie, enfin plein voilà, de secteurs. plein de secteurs de recherche en biologie. Moi, je vois biologique. des recherches en sciences, en biologie. Ils avancent Génial, énormément, ils avancent énormément là-dessus. La France, faut elle a perdu sa structure industrielle. C'est terrible. Et l'Allemagne va tout faire pour pas qu'elle la gagne. Donc, comment on doit faire la France? Donc, il faut qu'elle arrive à retrouver une structure industrielle, doucement. Bah oui, parce que de la matière grise, on Voilà. en a, Frédéric. Voilà, des on en a. ingénieurs, on en a. Essayer de des redevenir créateurs. une espèce de Bien sûr, de c'est ça qui est start-up. terrible. La France peut devenir une start-up, c'est un truc, tu vois. Tiens, on va gérer ça parce que ça ne demande pas, en fin de compte, beaucoup d'outils de production très chers à acheter, que tu ne peux pas acheter parce que tu es pris à la gorge par un système fiscal trop élevé, tu vois. Donc tu peux faire des trucs comme ça. En plus, tu peux employer des mecs qui sont à l'étranger, qui paient leurs impôts à l'étranger, tu vois. Ta société, elle est en France, elle peut payer... Mais donc tu peux générer aussi du travail en France, avoir des groupes à l'étranger, qui fait que de l'argent n'arrive pas à l'État. C'est ce qu'il faut progressivement, c'est avoir des structures, même en France, où l'argent n'arrivera pas forcément à l'État pour que ces parasites meurent progressivement.
Parce que l'Italie, justement... Ah, tu retournes voilà. Non, vas-y, attends. Ouais. Non, je te disais. Vous pouvez parler, continuez de parler. L'Italie, justement, est un pays qui, historiquement, n'est pas du tout tourné vers le même mode organisationnel que le nôtre. Ah non, non, Tu vois pas bien. du tout. Ce sont des villes qui ont prospéré, on va dire, les unes... Des villes avec des familles qui dirigent. Exactement. Dans ces familles, on peut y rentrer par le sexe. Absolument. Et l'Italie, je veux dire, on va dire, est tellement habituée à ce système que même quand l'appareil d'État fonctionne moyennement, ce qui arrive très Ils sont souvent... sur le commerce européen, l'Italie. Voilà. C'est une botte avec des bateaux qui partent de partout. C'est ça. Et au nord, ils communiquent avec l'Allemagne et la France. C'est un pays qui exporte. Et les Balkans. C'est un pays qui conçoit. C'est un pays qui crée. Voilà. Et les villes attirent, voilà. par la beauté de leur ville, ils attirent des artistes pour attirer des commerçants et des ingénieurs. Et du coup, pour monter des sociétés. Du coup, même quand l'État et les institutions sont pas très fortes, ce qui est le cas, hein, disons-le, dans ce pays. Oui, puisque ce sont des villes et des familles qui dirigent. Il y a cette espèce de système D, j'ai envie de dire, quelque part, hein, qui est devenu un petit peu système d'État, qui fait que le pays surnage. Nous, de par notre fonctionnement, que tu as très bien décrit tout à l'heure, ce n'est absolument pas possible, ce n'est absolument pas concevable. Donc, du coup, nos intérêts et les intérêts de l'Italie aujourd'hui divergent complètement. Quand Macron dit il faut que l'Europe aille encore plus loin dans la technostructure et dans le on va dire, ce côté un petit peu mondialisé qu'on évoquait tout à l'heure, l'Italie aujourd'hui ne dit pas du tout la même chose. L'Italie aujourd'hui dit maintenant, bah oui, il faut se rapprocher de notre peuple, de ses intérêts vitaux, de ses intérêts de base. De notre fonctionnement ancestral. Et de notre mode de fonctionnement ancestral qui est le système D et le business individuel. Avec des villes qui se font une concurrence, ouverte sur un marché extérieur parce qu'il y a la mer de partout, attirant par la beauté de leur ville. C'est pour ça que l'Italie est un pays d'artistes. Pourquoi ? Parce que on faisait briller la ville pour attirer des commerçants et des ingénieurs, pour toucher des taxes sur ce qu'ils pouvaient produire et vendre à droite et à gauche, tu vois. C'est ça. Donc la conclusion de tout ça, c'est que Macron va vivre, je pense, un grand moment de solitude après les élections européennes. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, de toute façon, on arrive à la fin d'un cycle général, qu'il soit européen, le Brexit, les Anglais qui partent. On n'est plus d'accord en Europe. Il faut que ça change pour pas mourir, de toute façon. Ça sera un des prochains sujets. 2022, le premier homme politique qui, par orgueil, pour arriver au pouvoir, a l'idée géniale de dire moi, je vais vous mettre des référendums et vous allez voter vos lois, même s'il n'y croit pas, il fait rentrer, en fin de compte, le loup dans la bergerie et tout ça, on verra le système politique qui va s'effondrer progressivement, comme un château de cartes, parce que les gens qui vont goûter à la possibilité de choisir leur avenir, quand ils l'ont goûté une fois, ils ne vont pas revenir en arrière. Oui, d'autant que, encore une fois, là encore, il faut simplement regarder l'histoire. On a fonctionné depuis 1958, depuis la constitution de la Ve République de Michel Debré, on a fonctionné par la démocratie représentative. Alors, là encore, ça a fonctionné tant que les élites jouaient le jeu. Tant qu'on avait... Et tant que les frontières étaient fermées. Oui, alors voilà. Tant qu'on avait effectivement des intérêts, on va dire, vitaux qui étaient garantis et qu'on avait des élus qui étaient les dignes représentants des intérêts de leurs administrés, de leurs électeurs, le système était cohérent. Mais ça a été dit, on l'a, je pense, largement démontré tout au long de cette émission, ce système, aujourd'hui, est obsolète, il est caduque, ça ne marche plus du tout comme ça. Donc, du coup, ce modèle de démocratie représentative, j'ai bien peur que les Français, majoritairement, ils n'en veulent plus. Bon. Donc, il faut maintenant un modèle de démocratie participative. C'est-à-dire qu'il va falloir le mettre au point. Il va falloir... Alors après, il faut voir à quel niveau on met le curseur. Ça va être très dur, toute chose qui commence... Et commence dans la merde. C'est-à-dire que ça va être un enfant, comme je dis tout le temps, un enfant qui apprend à marcher en se pétant la gueule. Il a mal et après il peut aller sur les chemins de la vie. Moi, le RIC, je suis pour l'esprit quintessentiel du RIC qui consiste à dire maintenant il faut effectivement que le citoyen
soit un acteur et non plus seulement un contributeur. Se mettre doucement, parce de la qu'il n'est lutte. pas habitué, le français. Voilà, je suis d'accord. Il faut qu'il apprenne à utiliser les outils. Les outils, c'est un outil informatique. Tu vas pas le faire, tu vas pas aller toutes les semaines pour voter une loi. Puis tu vas pas voter toutes les lois. Tu vas voter que les lois qui t'intéressent. Ça sera des lois à la proportionnelle. Il faut pas tomber non plus dans le système, on va dire, à la Suisse, hein, qui correspond pas du tout à notre modèle. De toute façon, toi, On va voter tous les 15 jours pour les diamètres des fromages. Tu vois. Tu as été un précurseur, tu l'as souvent dit, voilà, encore une fois, je le répète, dans l'éveil des consciences, ça fait pratiquement 10 ans que tu dis que de toute façon le système doit changer. Et puis je le dis pas d'une façon comme ça, oui, la liberté. Non, je le dis parce que les outils sont là. Dire, je vais pas dire, ouais, il faut qu'on vote quand on peut pas. Non, maintenant, on peut. Bien sûr. Les outils sont là. Les outils sont là. Nous avons un traitement des informations extrêmement rapide. Tout à fait. Nous avons les informations qui circulent maintenant dans tous les sens. Avant, elles venaient que des informateurs payaient une fortune par le gouvernement jusqu'au gouvernement. Donc seul lui, le régent, le roi, le président pouvait avoir l'information sur tout le pays et gérer le pays. Maintenant, chaque ça vient de tous les côtés, petit individu qui est relié au réseau Internet peut, s'il a un minimum d'intelligence, avoir une quantité énorme d'informations lui permettant de choisir et de se faire une idée de l'avenir de la France. C'est pas une idée stupide, une idée peut-être réelle, tu vois, parce que il n'est plus aveugle. Il voit des choses fausses, il voit des choses vraies. Il doit apprendre à peser ce qui est juste, ce qui est faux. Mais il peut maintenant. C'est-à-dire qu'il est en pleine lumière, le gars. Donc tout le monde peut participer. Alors évidemment, en vérité, ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué. Tu mets des groupes d'informaticiens, des groupes d'ingénieurs, des groupes de juristes pour réfléchir à ça, et il faut que les gens aient chez eux la possibilité d'avoir accès à des chaînes présentant les lois. Les lois vont être présentées par le gouvernement, mais peuvent aussi être présentées par des associations étant capables, ou des groupes humains étant capables de générer beaucoup de signatures, ou même des partis politiques qui vont s'associer, qui ont une puissance, ou des syndicats capables de regrouper une certaine quantité d'individus pour proposer des changements juridiques et des lois, ou des abrogations de lois. Donc, ça va obliger le peuple de France à ne pas arrêter d'être un peuple d'esclaves, un peuple de serfs, comme il l'a été pendant des centaines d'années, et à s'intéresser à son avenir, ce qui est beaucoup plus dur que acteur et non plus contributeur, non plus que d'attendre, contributeur. que de voter tous les 5 ans, c'est ça, pour tous les 5 ans, moi le temps je m'en fous un peu, je suis dans un monde, tous les 5 ans, pour le connard A ou le connard B, que les médias appartenant à des puissances économiques lui imposent. Alors oui, on vote pour Macron parce qu'il est jeune et dynamique, et celle qui est en face, c'est l'extrême droite dangereuse qui va nous ramener la peste brune. Les mecs, vous êtes dans le délire. On vote pas pour des individus, on vote pour des lois sous lesquelles vous vivrez. Absolument. On vote pour votre avenir. Hein. On vote pas pour des individus. Ils ne sont rien. Ils ne sont que les représentants normalement de la volonté du peuple. C'est pour ça que et maintenant, le monde a changé. Vous pouvez le faire. Ça va mettre du temps. C'est pour ça que ceux qui ont, on va dire, à tort ou à raison, choisi de pervertir le dernier scrutin présidentiel de la manière dont il a été perverti, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, ont quand même pris une grande responsabilité devant l'histoire. Parce que malheureusement, on risque maintenant de ne pas en sortir indemne. Eh bien, comme on dit, messieurs, suite au prochain épisode. Merci à vous pour cette entrevue aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur YFC. Merci. Merci, super chaîne.